Nous sommes ici à Paris, au Goethe-Institut, une institution de la République allemande qui promeut et défend la culture et la langue de ce pays. Une langue superbe, mais qui a été aussi habitée, hantée, malmenée, blessée par les maux de la haine, les maux du racisme, de l'antisémitisme, les maux du nazisme. C'est justement de la langue et de cette langue-là dont nous allons parler avec l'un de ses meilleurs traducteurs en français, Olivier Manoni. La catastrophe commence par des mots. Et c'est ce qu'il va nous expliquer en nous montrant comment aujourd'hui, de Trump à Poutine, nous vivons une époque où à l'échelle du monde, des dirigeants politiques parlent la même langue qu'Adolf Hitler. Bienvenue à l'échappée. La puissance des mots est si grande qu'il suffit de termes bien choisis pour faire accepter les choses les plus odieuses. Ces mots sont d'un Français, Gustave Le Bon, auteur de Psychologie des foules à la fin du XIXe siècle, un auteur que les fascistes, les nazis ont bien su lire pour utiliser les mots. Olivier Manoni, bienvenue à l'échappée. Les mots, c'est votre affaire. Vous êtes un des traducteurs les plus renommés aujourd'hui de l'allemand en français. Et je voudrais qu'on discute pendant cette heure d'échappée ensemble sur comment la catastrophe arrive par les mots. Alors c'est assez long à expliquer. Elle n'arrive jamais par hasard. C'est-à-dire que les mots, c'est une matière malléable, transformable, aussi bien les mots eux-mêmes, dans la forme qu'on leur donne, que dans l'emploi qu'on en fait, dans le sens qu'on leur donne. Et en règle générale, quand la catastrophe arrive, elle a été soigneusement préparée par des gens qui savent les utiliser. Ça vaut pratiquement partout, pour tous les grands génocides du XXe siècle. Génocide nazi, et le nazisme lui-même est préparé par ce qu'on appelle la révolution conservatrice. La montée de l'extrême droite en France, qui à ce jour n'est pas encore une catastrophe, est préparée à partir des années 80 par des officines comme Le Grès, des intellectuels comme Alain de Benoît, qui jouent avec les mots, comme on joue avec un jeu de construction, en les déplaçant pour créer une nouvelle réalité. La catastrophe de Trump aux États-Unis, elle est préparée aussi par la Fondation Héritage et le projet 2025 depuis très longtemps, et puis avant par le mouvement MAGA, et puis avant par la Tea Party, qui toutes visent à désactiver un certain nombre de mots et à les réactiver en leur donnant un autre sens. Le plus souvent en inversant, en pratiquant ce qu'on appelle notamment l'inversion accusatoire, c'est-à-dire... Prendre un exemple tout simple, le racisme. Vous me dites que les Noirs aux États-Unis sont maltraités, mais regardez, en fait, ce sont les Blancs qui deviennent une minorité qui est menacée. Typique raisonnement de ce type qui mène à la catastrophe, qui a été aussi celui utilisé par Hitler. En général, ça passe par une utilisation paranoïaque du mot aussi, c'est-à-dire les victimes sont nos bourreaux. Elles sont conjurées. Les wokistes aujourd'hui, les juifs en 1933, les Tutsis au Rwanda. Il y a toujours l'idée que des victimes soient des victimes de l'histoire de longue date, ce qui était le cas en Europe centrale et en Allemagne depuis très très longtemps, bien avant 1933, deviennent tout d'un coup des gens dotés d'un pouvoir immense. Et pour démontrer ça, la seule manière de le faire, puisque ça n'est pas la réalité, c'est de changer les mots. Je me suis tourné vers vous parce que vous êtes remonté à la source de cette façon dont on s'habitue par les mots au pire, et puis quand on s'en aperçoit, il est trop tard. Ça a déjà pris, c'est déjà installé, et c'est le spectacle que vous venez de résumer que nous avons aujourd'hui, et nous allons parler aussi de Trump à Poutine, d'une langue commune qu'ils ont. Parce que vous êtes remonté à la source dans une aventure qui est peu commune. Pendant 8 ans, vous avez vécu avec Adolf Hitler.
avec la langue d'Adolf Hitler. Dans le cadre d'un travail d'historiens qui ont voulu historiciser les mots du mal, justement, il y a eu une édition scientifique, savante, qui n'est pas dans le commerce normalement, qui est voulue pour justement comprendre ce qui s'est passé, historiciser donc le nazisme, qui a été de retraduire. Et on vous a confié ce travail, à vous, parce que vous êtes un traducteur émérite très connu. Il y a ici, nous sommes au Goethe-Institut, il y a une table d'hommage à Günter Grass, qui est un auteur que vous avez non seulement traduit, mais défendu. Vous êtes revenu sur son itinéraire, un prix Nobel de littérature. Et donc, vous êtes sorti de ces 8 années avec ces mots de la haine, et cela a donné successivement 2 livres qui parle en fait de nous aujourd'hui. Traduire Hitler et le suivant, Coulée brune. Et dans le premier, vous dites « Nous assistons à la remontée des égouts de l'histoire et nous nous y accoutumons. » Je suis sorti en fait de la traduction de ce long travail que j'ai mené avec des historiens extraordinaires sur Mein Kampf, avec l'impression d'avoir tourné une page. C'était un travail très long parce que Mein Kampf, outre le fait qu'il soit sur le fond un livre ignoble de rancœur... Vous l'avez traduit comment, le titre ? Mein Kampf. Mein Kampf, vous ne l'avez pas touché ? Non, on ne l'a pas touché. On ne l'a pas touché parce que c'est devenu un titre historique et le simple fait... Un syntagme figé, comme on dit. Un syntagme figé, mais pratiquement dans le monde entier. Et le simple fait que ce titre soit resté tel quel en allemand est déjà un fait historique. C'est-à-dire que ce son qui claque, Mein Kampf, comme un coup de fouet, était déjà le symbole du livre. Donc on a traduit ça comme ça. Il existait une traduction française qui avait été faite dans une alliance, je vais dire ça très rapidement, c'est une très longue histoire, mais une alliance totalement improbable entre les Maurassiens de l'Action française et les Juifs de la Lika, qui était l'ancêtre de la Likra, qui voulaient simplement que les Français lisent ce qu'Hitler écrivait notamment sur la France et aussi sur les Juifs, donc un flot de haine et de... Il faut juste préciser les dates, le livre est 1927. Alors le livre est écrit en 1924-1925, sort en fin 1925, et cette traduction sort en 1934, et elle a été interdite par Hitler, qui ne voulait pas qu'elle soit diffusée en français. Et ce sont en fait les gens de la Lika qui ont, avec l'accord de l'éditeur, embarqué les livres et l'ont diffusé à cette époque. C'est une version qui avait une caractéristique majeure, c'est le langage était extrêmement simplifié. Le fond y était, le langage était très lisse, très, très polissé. Or, c'est un texte qui est fondamentalement illisible et qui d'ailleurs au début a été très très peu lu en Allemagne. Au début, il a fait quelques milliers d'exemplaires. La presse, quand il est sorti, était absolument ahurie que un homme qui n'était pas capable d'aligner 2 phrases ou de faire un raisonnement puisse prétendre à des fonctions politiques dans un pays où l'écrit, la littérature, les livres jouaient un rôle fondamental. Donc il a eu un très très mauvais accueil et il a fallu bien des années pour que Mein Kampf devienne, à partir de 1930 environ, devienne un livre lu puis imposé en Allemagne jusqu'à atteindre 12 millions d'exemplaires à la fin de la guerre en Allemagne, où il a été interdit d'ailleurs. Quand j'ai plongé là-dedans, le directeur d'édition de Historiciser le mal, Florent Braillard, m'a demandé de faire une traduction qu'on ne fait jamais, c'est-à-dire restituer le langage à l'identique. Alors, pour être concret, un texte illisible chez Hitler, ça veut dire que dans la même phrase, vous pouvez avoir 6 adverbes, vous pouvez avoir 12 adjectifs, vous pouvez avoir d'énormes fautes de logique induites par des petits mots du type néanmoins, parce que, dès lors, etc., qui conduisent en fait à une espèce de flot de paroles ininterrompu, qui va d'un syllogisme à l'autre pour faire des démonstrations complètement fumeuses, qui tournent en permanence sur lui-même. Il y a la rancœur, et la rancœur se traduit par le ressassement en permanence, qui désigne des ennemis, les juifs en premier lieu, les homosexuels, les malades mentaux et les handicapés, et puis toute une partie de la population, qui va être effectivement d'ailleurs exclue et persécutée par la suite, les artistes, les journalistes, les enseignants, etc., etc. Il s'agit d'exclure d'une vision du monde complètement étriquée. Et ce flot, en fait, ne s'interrompt que lorsque Hitler tire des conclusions en 1 ou 2 lignes, qui, elles, sont à peu près claires,
qui reprennent en fait, qui désignent les ennemis à abattre. Donc c'est un livre éprouvant à lire et bien entendu éprouvant à traduire. Mais qu'est-ce qui vous a fait vous dire, au bout de cette traduction, ce que j'ai cité tout à l'heure, ça remonte, ces égouts? C'est la phrase de Primo Levi qui dit « Chaque époque a son fascisme ». Et vous, vous en êtes sorti en disant « Mais ces mots-là, je les entends ». C'est-à-dire que je les ai effectivement entendus. Quand j'ai rendu ma traduction, c'était en 2019, il y a eu le Covid, donc on l'a sorti en 2021. Mais j'avais vraiment l'impression d'avoir terminé avec ça. Et puis, il y a eu la campagne des présidentielles de 2021, où il y avait Éric Zemmour, par exemple, il y avait Marine Le Pen, il y avait des gens comme ça. Marine Le Pen, j'avais déjà remarqué quelques termes assez bizarres. Dans une campagne aux élections régionales, elle avait sorti un tract où elle parlait, par exemple, de migration bactérienne. La biologisation du racisme, c'est un des traits essentiels du nazisme. C'est-à-dire, on définit une race par des théories biologiques fumeuses qui viennent pour l'essentiel de Gobineau. Et puis, on tisse autour un certain nombre de choses. Et là, l'idée, c'était de dire que... Ce sont des microbes, c'est de la vermine. C'était les migrants, comme on les appelle maintenant, et il faudrait revenir aussi sur ce terme-là, les migrants qui apportaient les microbes, en fait, dans les hôpitaux, et qu'on risquait gros. Alors, elle a démenti après avoir écrit ce tract, mais c'était pour moi une première lettre. Il y en a bien entendu eu bien d'autres avant, notamment dans le langage de Jean-Marie Le Pen, sur les sidaïques qu'il fallait enfermer, etc. Donc, il y avait toute une histoire. Et pendant cette élection présidentielle de 2021, j'ai notamment entendu Éric Zemmour et son entourage dire des choses absolument stupéfiantes. On peut peut-être parler de Victor Klemperer qui a écrit des choses tout à fait extraordinaires, mais je vais un peu anticiper. Dans ce journal, il raconte ce qu'ont vécu tous les Juifs, qu'un jour il reçoit une lettre de la préfecture de Dresde où il se trouve, qui lui dit « Vous vous appelez Victor, mais vous êtes Juif. À partir de ce moment, vous vous appelez plus Victor, vous vous appelez Victor Israël. » C'est-à-dire que par un mot, un ajout d'un prénom, on change l'identité d'une personne, on change son statut radicalement et de manière définitive. Il ne sera plus jamais Victor Klemperer, juif, marié à ce qu'on appelle à l'époque avec trois guillemets successifs une Aryenne, et qui avait survécu à la guerre grâce à ça, mais il sera Victor Israël. Et là, j'ai entendu, par exemple, Éric Zemmour expliquer que des enfants, des adolescents qui s'appelaient Mohamed, Ahmed, Aïcha, ne pouvaient pas être français avec des prénoms comme ça. Je l'ai entendu un peu plus tard insulter une journaliste en lui disant que son prénom était une, je cite, insulte à la France. Et d'ailleurs, il vient d'être condamné en première instance pour ce qu'il avait dit à ce moment-là. J'ai entendu un avocat, Pierre Gentillet en l'occurrence, qui était dans son équipe, expliquer que le problème fondamental qu'on avait en France, c'était l'état de droit. Pourquoi ? Parce que l'état de droit empêchait l'expression de la volonté du peuple. Et là, on arrive typiquement à un terme utilisé par Hitler absolument à toutes les sauces, qu'il a rajouté dans une quantité invraisemblable de mots, c'est-à-dire qu'il devait y avoir la volonté du peuple qui passait au-dessus de tout. Voilà. L'écrasement de la démocratie, c'est le moment où l'état de droit disparaît, c'est-à-dire où la pseudo-volonté du peuple, parce qu'il faut quand même rappeler que Hitler n'a jamais eu de majorité absolue en Allemagne et qu'il n'a jamais été élu non plus chancelier, il a été nommé. L'écrasement des minorités au nom de la volonté du peuple, c'est une caractéristique typique de tous les régimes d'extrême droite, fascisants ou nazifiants. On va en parler puisque c'est exactement le discours que tient Donald Trump, mais arrêtons-nous sur Klemperer. Il se trouve qu'on est ici donc, dans la bibliothèque du Goethe-Institut et j'ai sorti les livres qui étaient là derrière moi. C'est une histoire exceptionnelle qui a mis un demi-siècle à être traduit dans notre langue, en français. Victor Klemperer, donc, vous l'avez dit, a réussi à survivre, caché, etc. Alors, a échappé au génocide, à la Shoah. Et il a tenu, en tant que linguiste, il a tenu à la fois, il a tenu des journaux de papier comme il dit, une sorte voilà, des soldats de papier, plutôt, c'est comme ça que ça a été traduit en français, un journal, où il notait l'ordinaire de la radio, des tracts, etc. Et puis, il en a fait un maître ouvrage, LTI, la langue du Troisième Empire, qui est la langue du Troisième Reich. Et faisant écho à la citation de tout à l'heure de Gustave Le Bon, on peut y lire ceci. Les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic. On les avale sans y prendre garde. Ils semblent ne faire aucun effet. Et voilà qu'après quelque temps,
l'effet toxique se fait sentir. Et dans votre livre, à propos de, vous venez d'en parler, vous venez de parler de ce publiciste, pourrait-on dire, d'extrême droite qui est Éric Zemmour, vous faites la démonstration, dans ce livre-ci, que cette formule de mots simples en français, qui s'est banalisée dans l'espace médiatique, dans le discours politique, accepter 2 mots simples, hein, un adjectif, un mot, un grand remplacement. Et vous faites la démonstration qu'en fait, ce sont des mots nazis. C'est une pensée nazie, ce sont des mots qui sont dérivés du nazisme. Le terme grand remplacement, disons-le quand même pour la vérité historique, n'existe pas en tant que tel. Mais le 11e chapitre de Mein Kampf est pratiquement entièrement dédié à l'idée que l'Allemagne est envahie par un peuple étranger et viscéralement étranger. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a pu entendre dans une grosse bêtise d'un homme politique français récemment, être juif en Allemagne est désigné comme tel, est stigmatisé comme tel par le nazisme. Ça n'était pas du tout être juif parce qu'on avait la religion juive. Être juif en Allemagne, ça voulait dire simplement avoir une grand-mère ou un grand-père juif, des parents juifs, etc. Donc c'était un problème... Une origine... Absolument, purement ethnique. Comme aujourd'hui, ceux qui persécutent les musulmans, ça ne veut pas forcément dire des pratiquants. Tout à fait. Et donc, ce qu'on entendait, c'était que, petit à petit, l'Allemagne était... Enfin, la population allemande, que Hitler appelait stupidement la population aryenne, ce qui ne veut strictement rien dire, était donc grand remplacée par les Juifs qui avaient envahi les commandes du pouvoir, qui avaient envahi la presse, qui avaient envahi l'édition, qui avaient envahi les arts, etc., etc., et l'éducation, qui joue aussi un rôle très immense dans Mein Kampf, et que par conséquent, les Allemands étaient en train d'être dépossédés de leur propre pays, ce qui était complètement idiot. Complètement idiot. D'abord parce qu'il y avait une partie immense de la population juive qui était, mais intimement, profondément intégrée à la culture et à la vie allemande, au point qu'un nombre important d'entre eux s'étaient convertis, au point que, en 1914, quand la guerre éclate, les Juifs se portent par milliers volontaires pour aller combattre la France. Donc c'était une absurdité totale, totale. Ça n'avait absolument aucun sens. Mais il s'agissait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de désigner clairement, de délimiter un ennemi à abattre. Vous détaillez, d'ailleurs, vous y avez fait allusion tout à l'heure, et là on va venir à la langue d'aujourd'hui, vous détaillez comment, en revenant sur Victor Klemperer, comment en le lisant, on retrouve exactement des cibles obsessionnelles d'aujourd'hui. Vous soulignez que Bobo, c'était l'attaque contre le monde des arts et de la culture. Vous soulignez la façon de parler des journalistes comme des journalopes, une sorte d'insulte vis-à-vis de l'autonomie de la presse et de sa liberté. Vous soulignez toute cette haine du savoir et des savants comme une obsession qui traverse Mein Kampf. Oui, une obsession d'analphabète, il faut quand même le dire aussi, oui. Parce que le noyau du nazisme était composé de gens qui n'avaient aucune espèce de culture. C'est bien après, quand le pouvoir est approché, qu'on a vu des universitaires, des savants, des scientifiques, etc., s'en rapprocher pour des questions de pure opportunité, adopter l'idéologie nazie jusqu'à ce qu'elle s'arrête, après quoi ils sont redevenus de parfaits démocrates, bien entendu. Par intérêt social et oui. Intérêt de garder leurs avantages et leurs privilèges. Tout à fait. Mais c'est une idéologie littéralement d'analphabète, c'est-à-dire qui, n'ayant pas connaissance d'un certain nombre de choses, va inventer en fait un autre monde, une autre réalité. Et ça, pour revenir à ce que vous disiez au début, on ne peut le faire que par le verbe, par le mot, en recréant, en fait, en redécrivant une réalité totalement fallacieuse, totalement irréelle, comme si c'était effectivement la réalité absolue, définitive, et comme s'il n'y en avait pas d'autre. Et là, le moment où, comme s'il n'y en avait pas d'autre, c'est là où on sombre dans le totalitarisme, évidemment, c'est là où le débat s'arrête. Alors, je voudrais revenir sur des mécanismes que vous identifiez, qui sont tout à fait à l'œuvre aujourd'hui. Premier mécanisme, il faut absolument simplifier. Il faut chasser la complexité, donc la vitalité de la langue, et donc il faut des mots simples, brutaux, oui, non, qui clivent profondément. Oui, on passe en système binaire. Alors, chez Hitler, ça s'exprime par exemple par l'utilisation de mots violents. Juste un exemple, le mot fanatisch, qui est devenu la caractéristique du bon allemand.
On devait être fanatique, alors que le mot était très péjoratif en allemand jusque-là. Donc il le change et ça devient une qualité immense. Et de qualité, ça devient la réalité. Quand on voit les foules qui acclament Hitler, effectivement, on est dans le fanatisme absolu. Ça, c'est un exemple. Mais il y en a beaucoup d'autres. Les injures que vous avez utilisées pour désigner des professions, journalopes, hein, ou les Schwabinger pour les artistes, ça revient en fait à priver les gens d'une identité professionnelle, qui est variable. Hein. Je veux dire, il y a des bons journalistes, il y a de mauvais journalistes, des journalistes de gauche, de droite, il y a même des journalistes nazis, pour en faire une espèce de classe. Alors, toujours avec cette paranoïa dont j'ai parlé tout à l'heure, une classe qui est dangereuse, qui veut la mort de l'Allemagne, qui est conjurée. Ça, c'est un trait aussi qu'on retrouve partout, dans tous ces régimes d'extrême droite, et qu'il faut détruire, en fait, parce que le but, c'est ça. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Il y a dans la préparation verbale, il y a toujours, à un moment ou à un autre, la possibilité ouverte de basculer dans l'extermination pure et simple. Et alors l'autre mécanisme, et ça rejoint notre système médiatique, ce qui est devenu notre système médiatique, vous y faites allusion et vous y revenez dans ce second livre, c'est la petite phrase. La petite phrase. Alors, la petite phrase, vous en trouvez plein chez Hitler. À la fin de ces paragraphes, où après 40 lignes de bouillie mentale absolue, vous avez toujours à peu près les mêmes. Hein, donc les Juifs font notre malheur, les Juifs sont le malheur de l'Allemagne, ces enseignants qui n'enseignent plus que les idées des Juifs, etc. Bon. Il y avait un autre personnage extrêmement important sous le nazisme qui, lui, en a fait une règle absolue. C'était Goebbels. On voit très très bien comment il écrit dans ses journaux ou dans ses discours. Vous avez traduit aussi. Que j'ai traduit. J'ai traduit un seul volume sur les 4 qui ont été publiés en français. Il y a 32 volumes en allemand. Hein, il écrivait tout le temps. C'était entre autres un graphomane, c'était un maniaque de tout, des femmes, de l'écriture, enfin tout, et du pouvoir. Et lui travaille ça, c'est-à-dire qu'il invente en fait ce qu'on appelle aujourd'hui la punchline. Hein. Alors, il le fait d'une manière qui aujourd'hui l'uppercut langagier. Oui, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je te donne un coup, en fait. Il donne des coups. C'est assez souvent grotesque parce qu'il a une ironie qui est assez décalée. C'est pas non plus un grand écrivain, même s'il est docteur en S-lettres. Et donc, ça passe toujours un peu à côté de la plaque, mais quand il était devant 6000 personnes au Palais des Sports de Berlin, ça fonctionnait très très bien. Et là, il devient en fait l'indispensable ombre d'Hitler, qui va accompagner les déluges verbaux d'Hitler avec une traduction en phrases très très courtes, des phrases extrêmement haineuses elles aussi, qui elles aussi désignent systématiquement des ennemis à abattre. Et puis, une autre chose, une autre caractéristique de Goebbels, mais ça va un petit peu avec la punchline, c'est le ricanement permanent. C'est-à-dire que c'était toujours ha ha ha. Cette espèce de distance qui permet aussi de bloquer toute espèce de réponse. C'est-à-dire, quoi que vous puissiez dire après ce que je vais dire, de toute façon, c'est grotesque, c'est ridicule. C'est encore une caractéristique d'un certain nombre de personnes qui exercent aujourd'hui le pouvoir un peu partout dans le monde. Vous citez un passage d'Hitler où Hitler dit, donne le mode d'emploi, j'ai adopté ce point de vue, peu importe qu'il se moque de nous ou qu'il nous injurie, qu'il nous accuse d'être des pitres ou des criminels, l'essentiel est qu'il parle de nous, qu'il n'arrête pas de s'occuper de nous. Et vous poursuivez en montrant comment il y a derrière cette idée justement, soi-disant, des charlatans. Et ça, c'est très important parce que Klemperer le note, le souligne. Il dit le style obligatoire pour tout le monde était donc celui de l'agitateur charlatanesque. Et là, c'est un piège. Je pense à Trump. On voit justement cette grossièreté, on se dit mais c'est n'importe quoi. Et là, il faut relire son Klemperer. On prend tout ça pour de la frime. On ne prend rien au sérieux. Et on sera bien étonné le jour où ce théâtre sera devenu une sanglante réalité. Absolument, non, absolument. Et je me suis, moi, laissé prendre à ce piège. C'est-à-dire qu'en 2015, quand la campagne a eu lieu, j'étais totalement ahuri ce qui se passait. J'étais déjà dans Mein Kampf à ce moment-là. Et je me suis dit, on est face à une vieille démocratie, solide, etc. Il est totalement impossible, et je l'ai expliqué doctement à des Américains qui me regardaient avec un air... Comme Trump gagne. Voilà, qu'un clown pareil arrive au pouvoir. Ce qui était exactement le raisonnement qu'ont tenu les intellectuels allemands jusqu'en 1933. C'était littéralement impossible.
Le problème, c'est que ce langage qui paraît improvisé, il est aussi ciblé. Il y a aussi des techniques. Hitler, qui n'a pas conquis le pouvoir en Allemagne grâce à Mein Kampf, mais grâce à ses discours, a travaillé, mais très profondément, son mode de parole, qui aujourd'hui nous paraît ridicule. Il criait, etc. Il travaillait ses gestuels. Il avait son photographe Hoffmann, avec lequel il faisait des heures de séances de pause pour travailler ce qu'il allait dire, avec toutes sortes de possibilités. Donc on a les photos, il est comme ça, comme ça. Et même une séance, juste pour l'anecdote, une séance où il tente des discours en culotte de peau bavaroise, ça n'a pas été retenu. Mais c'était un travail qui était préparé. Et ça a fonctionné. Et là, autant Mein Kampf a été mal accueilli, et en fait, je pense, a été relativement peu lu, au moins dans son intégralité en Allemagne, autant ces discours où il reprenait les mêmes techniques, c'est-à-dire confusion absolue suivie de solutions simples et de désignation de l'ennemi, a très très bien fonctionné, puisque c'est comme ça qu'il a réussi à monter son parti petit à petit, à attirer des foules et à faire en sorte qu'on lui donne le pouvoir. Celui qui avait compris ça avant, je dirais, des sociologues ou des spécialistes de la chose politique, c'est Charlie Chaplin avec Le Dictateur. Il a donné la meilleure analyse possible qu'on puisse avoir de la voix d'Hitler. Et c'était déjà une arme politique absolument insensée. Dans Le Dictateur, il y a cette scène à la fin, enfin, au milieu à peu près du film. Il reprend un événement historique, enfin un épisode historique en 1936 pendant les Jeux Olympiques. Hitler décide, pour calmer l'opinion internationale, qui commence à se demander vraiment ce qui se passe dans le pays, d'arrêter très provisoirement la persécution des Juifs, qui reprend immédiatement après les Jeux, naturellement. Et dans Le Dictateur, il y a cette scène extraordinaire où, parce qu'il attend un prêt d'un banquier juif, il arrête tout. Chaplin et Anna sortent dans la rue et se promènent, et tout d'un coup, la vie recommence. Et à ce moment-là, Hinkel, donc le personnage qui est évidemment une copie de Hitler, apprend que le prêt lui a été refusé et fait un discours calamiteux. Et on voit cette idée géniale de Chaplin, des haut-parleurs qui reprennent ce discours monstrueux, et les haut-parleurs se penchent vers les deux malheureux qui finissent par reculer et partir en courant chez eux. C'est d'un tel réalisme sur ce qu'était le hurlement hitlérien. Je crois qu'on n'a jamais fait mieux depuis, en fait. Alors j'ai dit, premier mécanisme, la simplification. Hein, vous citez d'ailleurs Georges Huberman, la langue du même et de la racine. Hein, donc voilà, l'identité à racine unique et cette simplification. La petite phrase lui percute, voilà, la punchline. Et le troisième mécanisme, bon, qui est évidemment au cœur du métier qui est le nôtre ici à Mediapart, c'est les vérités alternatives, l'inversion. C'est-à-dire, en fait, là, on est dans 1984 d'Orwell, c'est-à-dire le mensonge devient la vérité, on est dans l'inversion totale des repères. Et là, vous le décrivez, c'est déjà systématiquement le travail qui est fait sur la langue. C'est systématique, ça commence très très tôt, bien avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Un seul exemple, tous les gens qui ont lu Mein Kampf savent que, par exemple, il a des intentions belliqueuses évidentes contre la France, contre les voisins de la France, la Belgique en particulier, et puis des aspirations à la conquête de ce qu'il appelle le Lebensraum, l'espace vital, à l'Est. Entre 1925-26, où on commence à s'intéresser à lui et l'étranger, et 1939, il va donner des dizaines d'interviews à des correspondants étrangers où il va expliquer que le nazisme est un mouvement absolument pacifique, qui n'a aucun intérêt à faire la guerre, qui ne fera jamais la guerre. Bon, on a vu ce qu'il en est advenu, c'est une manière d'endormissement. Voilà. Et après, pendant la guerre, tout va être comme ça. C'est-à-dire que Klemperer explique très très bien dans son livre comment à chaque fois qu'il y a une catastrophe qui arrive, on a des pénuries, donc il y a des rationnements. Mais en fait, ça va servir à dire que l'Allemagne fait un effort pour arriver à ses fins, et que la population, qui accepte naturellement de très bon cœur ces rationnements, est tout entière derrière Hitler. Et puis la réalité va se transformer comme ça petit à petit, et quand la guerre commence à tourner très très mal, disons à peu près à partir de 1943, les réalités, alors là, l'alternative se multiplie, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, cette histoire d'armes miracles, qui est en fait... On sait maintenant que Hitler a tenté de bricoler une bombe A, et c'est vraisemblablement à ça qu'il faisait allusion. Elle n'a jamais vu le jour, il y a eu des essais catastrophiques, mais
la rumeur était répandue sciemment dans la population que ces armes miracles allaient arriver. Et cette réalité était accompagnée par d'immenses outils de propagande qui ne passaient pas forcément par le discours politique. C'est là où Goebbels a utilisé des méthodes extrêmement sophistiquées. À partir de 1934, il a, par exemple, interdit les discours politiques à la radio qui passaient par le Volksempfänger, ces petits appareils radio diffusés massivement. Alors, interdit, évidemment, quand Hitler en faisait, quand lui en faisait, ça passait. Mais alors qu'en 1933, les gens sont submergés par ces discours de propagande, à partir de 1934, il dit on va faire tout à fait autre chose, on va passer par le divertissement. Et il développe avec le cinéma, avec les grandes compagnies allemandes, avec la chanson et avec la littérature, si on peut appeler ce qui a été publié en Allemagne à l'époque littérature, un gigantesque programme pour amuser les foules. Il crée une espèce d'organisme de loisirs qui s'appelle la Force par la joie. Il va offrir... La force par la joie. Oui, la force par la joie. Kraft durch Freude. Il va offrir des croisières. Il va créer des villages de vacances. Voilà. Donc ça, c'est le village Potemkin un peu des nazis. Et tout ça se finit dans quelque chose qui est absolument caractéristique. La dernière grande chanson de Zara Leander, qui a été la star du nazisme, recrutée par Goebbels, qui recrutait beaucoup de jeunes femmes, la dernière chanson de Zara Leander va accompagner les 2 dernières années, et elle dit « Je sais qu'un jour surviendra un miracle ». Et cette chanson, on va l'entendre jusqu'à la fin du bunker. Et Hitler lui-même finit par se persuader que cette réalité alternative existe. Quand on lui dit « Mais ça y est, c'est fini, c'est terminé », enfin, on a cette scène magnifique dans le film avec Bruno Ganz, où tout d'un coup, il comprend, voilà, il comprend que c'est fini, et où tout s'effondre. Mais c'est pas seulement la guerre qui finit, c'est toute cette espèce de gigantesque château de cartes qu'ils ont bâti peu à peu, là encore avec des mots qui lui tombent dessus. Il y a pire qu'un menteur qui croit à ses mensonges. Oui, c'est exactement ça, exactement ça. Et je crois qu'ils ont fini par être totalement persuadés de ce qu'ils racontaient. Je citais Orwell tout à l'heure, le sentiment que le concept même de vérité objective est en passe de disparaître du monde m'effraie bien plus que les bombes. C'est intéressant parce que c'est un texte de 1946 sur la politique et la langue anglaise. Comment le fait par la langue de détruire la vérité, et vous insistez beaucoup, et on le voit avec toutes les décisions que prend Trump aux États-Unis aujourd'hui contre les universités, contre la presse évidemment, mais contre les universités, sur le climat, sur la médecine, sur la santé, c'est la destruction aussi de la connaissance, c'est la haine du savoir. Pas seulement la vérité du journalisme sur le présent, la vérité des savoirs scientifiques, historiques. Bien entendu. Alors, il y a une science parallèle majeure dans le nazisme, hein, c'est l'anthropologie raciale. C'est-à-dire que les nazis étant totalement incapables de définir ce qu'est un juif selon leurs critères, vont développer une science raciale. Une fausse science. Une science qui n'a absolument aucun sens, qui va passer par des trucs complètement grotesques. Quand vous n'étiez pas en mesure de prouver que vos grands-parents étaient ariens, toujours avec plein de guillemets, vous aviez le droit d'aller voir un expert en sciences raciales. Et on faisait ça notamment en mesurant le nez, en mesurant la taille du crâne, et en rapportant à des pseudo caractéristiques raciales qui déterminaient si vous étiez caucasien, juif, arien ou d'autres espèces. Entre parenthèses, l'une des choses qui m'avait fait bondir dans la dernière campagne, c'est quand j'ai entendu Donald Trump déclarer... La dernière campagne, Juifs, la plus récente. La plus récente, celle de 2024, déclarer les Juifs qui ne votent pas pour nous, il faudra leur examiner le crâne. Ça fait partie des choses qui m'ont horrifié. Alors ça, c'était une science qui était totalement... mais qui était incroyablement développée et qui a débouché sur des horreurs. Enfin, on sait, à l'université de Strasbourg, en France, qui était à l'époque en Allemagne, on a tué des détenus en camp de concentration, notamment d'Auschwitz, pour transporter leurs ossements à Strasbourg pour que le professeur qui était là-bas puisse continuer ses théories sur la taille des os des Juifs, la taille des maxillaires des Juifs, etc.
Il y en avait d'autres. Il y avait, dans le domaine militaire, par exemple, cette croyance absolue. On sait que, vous avez parlé de charlatanisme tout à l'heure, on sait, et Chaplin le montre d'ailleurs aussi dans son film, mais c'était une réalité, que Hitler faisait défiler devant lui tous les créateurs d'armes miracles du monde. C'était en général des séances totalement grotesques, mais il avait l'idée que peut-être il y avait une réalité parallèle qui lui avait échappé et qui lui permettrait d'échapper à la réalité tout court. Toutes les autres sciences étaient du même acabit. Je veux dire, d'abord, il avait une haine totale de l'éducation. Et dans Mein Kampf, il y a un chapitre entier qui est à hurler de rire, où il explique juste un exemple que, par exemple, c'est totalement absurde d'apprendre les langues étrangères aux enfants parce qu'ils s'en serviront jamais. Voilà. Et que la gymnastique est quelque chose de beaucoup plus important. Donc il y a eu toute une série de théories éducatives qui étayaient ça. Quand le Führer avait dit quelque chose, vous aviez des scientifiques très complaisants qui écrivaient des livres en disant, voilà, le Führer a dit ça, on va vous démontrer que c'est vrai. Donc science parallèle, science charlatanesque, qui allait de pair avec une science médicale qui a commis des atrocités, mais absolument épouvantables. J'ai eu le malheur de traduire... Sur les médecins du Troisième Reich. Oui, le livre d'Ernst Klee, j'en frissonne encore aujourd'hui. C'est pratiquement le seul livre de toute ma carrière où j'ai été obligé de m'arrêter, tellement c'était insupportable. Et le but du jeu, c'était là encore de démontrer des choses hallucinantes. Mengele qui travaillait sur des enfants jumeaux pour voir si, au moment où on les tuait, on les disséquait, ils avaient réagi de la même manière. Toute une série de fausses sciences qui, en fait, venaient étayer une fausse réalité. Vous avez cité tout à l'heure une phrase antisémite, très clairement, de Donald Trump. Si on fait ce dialogue, c'est parce que revisiter ce passé, c'est parler de notre présent. Vous avez, après avoir fait traduire Hitler, vous avez fait ce deuxième livre, Coulée brune, comment le fascisme inonde notre langue, aujourd'hui même. Trump parle comme Hitler ? Ça lui arrive. Alors, on va être précis. Il y a des phrases qu'il prononce qui sont directement tirées de Mein Kampf ou qui reprennent le vocabulaire de Mein Kampf. Je vais juste vous donner deux exemples. À un moment, pendant sa campagne, il prononce la phrase « Les migrants empoisonnent le sang américain ». C'est une phrase de Mein Kampf. Les Juifs empoisonnent le sang allemand. C'est la pensée d'Hitler, qui était une pensée raciale biologiste, c'est-à-dire que il explique même que les Juifs, dans le cadre de ce grand remplacement, contaminent les jeunes filles allemandes par voie sexuelle. C'était une de ses obsessions. C'est une phrase nazie, typiquement. Une autre phrase qui ne concernait pas les migrants cette fois-ci, mais il lui arrive de parler d'autre chose, c'est à propos de ses adversaires. Et il prononce une phrase qui dit « Nous allons root out » en américain. Je vais revenir sur ce thème après. Les socialistes, les communistes, l'extrême gauche, les fascistes, parce qu'avec lui c'est... Et maintenant les antifas, voilà. C'est les antifas depuis l'assassinat de Charlie Kirk. Une existence de vermine. De vermine. Oui. Et nous allons les... Alors, il utilise le verbe root out. Root out, ça veut dire... Alors, quand vous en parlez avec quelqu'un d'extrême droite, il vous dit, mais c'est rien, ça veut dire juste les neutraliser, comme on dit aujourd'hui, ce qui est devenu aussi un terme, ça c'est typiquement aussi la langue qui a changé, neutraliser, ça veut dire assassiner quelqu'un. En fait, root out, c'est le pendant du mot ausrotten en allemand. C'est la même racine, le même terme. Que vous traduisez comment ? On peut traduire ça gentiment par éradiquer, c'est-à-dire arracher. Littéralement, c'est arracher. Alors, évidemment, c'est exterminer. Mais les nazis avaient développé un double langage permanent pour ce qui concernait l'extermination des Juifs. Et sciemment, parce qu'ils savaient aussi très bien ce qu'ils risquaient. Voilà. Et donc, il reprend ce terme-là. Et il termine avec la vermine. Et la vermine, c'est aussi un terme qu'on retrouve partout dans Mein Kampf pour désigner les Juifs. C'est Ungeziefer. Donc il arrive à coller ça dans deux textes. Le problème que je me pose, c'est que je doute fort que Trump, n'étant à mon avis un lecteur de rien du tout, ait lu Mein Kampf. Donc on les lui suggère ? On les lui suggère. Alors j'ai eu quelques soupçons pendant assez longtemps. Je suis allé voir de côté de Steve Bannon, qui a un vocabulaire qui n'est pas très très loin. Celui qui disait... Il faut inonder la zone de Il faut inonder la zone de merde, ce qui reprend à peu près la phrase d'Hitler que vous avez citée, qui est en fait la création du buzz politique, c'est-à-dire étouffer l'ennemi à force de bruit. Mais j'ai été vraiment convaincu de ma deuxième hypothèse, qui est celle de Stephen Miller. Alors, c'est le directeur adjoint de la Maison-Blanche, on pourrait dire c'est le Rasputin de cette présidence. S'il y ressemble un petit peu, même physiquement, il lui manque que la barbe, en fait.
qui, tout récemment, pendant l'immense cérémonie en mémoire de Charlie Kirk, prononce un discours. Très violent, il faut le rappeler. Une violence, il dit vous n'êtes rien, il dit, on va voilà. Pas vous exterminer, il n'emploie pas le mot, mais vraiment, on va vous éradiquer quand même. Absolument. Et il a un refrain, c'est « La tempête se lève ». C'est-à-dire, voilà, vous avez commis un crime et maintenant la tempête va se lever, nous arrivons, toutes choses qui sont reprises dans les clips absolument grotesques qu'on voit maintenant, Donald Trump avec une cape des tempêtes, etc. Or, ce refrain et une partie du discours, ça a été monté par des opposants américains sous forme de double montage, etc. Une partie de ce discours, c'est celui qu'a prononcé Goebbels en 1934 pour la mort d'un jeune nazi, Horst Wessel, dont ils ont fait un héros. Alors, il avait été choisi, je ne sais pas trop comment, parce qu'il y avait des affrontements d'une telle violence dans toute l'Allemagne à ce moment-là, qu'on relevait parfois... 34 ou 32 32, pardon. 32, hein, c'est oui. avant Absolument. Voilà. Et on relevait des dizaines de morts par jour dans les affrontements, notamment entre le KPD et le parti nazi. Le parti communiste. Voilà, tout à fait. Et il y a des parallèles entre les deux discours qui sont de l'ordre de la littérarité. Voilà. Donc je pense que c'est de ce monsieur-là que lui viennent ces citations. Sachant que Stephen Miller n'est pas un ignare et un inculte, il vient de Duke University. Pas du tout. Et oui. comme on pourrait dire, c'est qu'il symbolise tous ces personnages qui passent du côté obscur de la force. Il est d'une famille démocrate, juive, progressiste de la côte ouest. Et il est aujourd'hui vraiment un des idéologues d'extrême droite les plus féroces de cette des plus violents. Enfin, il est d'une violence de langage, mais absolument effroyable. Très lié au vice-président Vance. Tout à fait. Et formé par un autre personnage, qui est David Horowitz, qui fut d'extrême gauche dans sa jeunesse et qui a été une des figures d'extrême droite. On ne va pas se perdre là-dedans, mais ce genre de basculement, on l'a connu aussi dans l'histoire française avec des gens comme Doriot ou Pierre Laval. Je veux dire, le basculement dans le fanatisme d'extrême droite, il est malheureusement, tout le monde y est vulnérable. Alors, les mots, justement, et ce qui est frappant, c'est que on pourrait se dire, quand même, vous chargez par ces similarités et tout. Trump, ça n'est même pas un an de son second mandat. Je dis second pour l'instant, parce que deuxième, ça voudrait dire qu'il arriverait à en imposer un troisième contre la Constitution américaine. Ce n'est pas impossible, puisqu'il attaque toute la culture démocratique américaine. Mais Trump n'a pas hésité. Il a banni des mots. Il a promulgué très rapidement, à peine arrivé, une sorte de décret présidentiel bannissant des mots. Je dis ça parce que l'une de vos collègues, parce que sort ce livre, elle est à l'Académie française, Barbara Cassin. Très illustre collègue. Oui, très illustre, oui, mais collègue parce qu'elle a beaucoup travaillé sur la traduction, sur les intraduisibles et tout. Et ce livre va sortir bientôt, la guerre des mots. Et elle rappelle tous les 200 mots, le mot, enfin il y en a plein, mais le mot égalité est banni, enfin de ce qu'on pourrait appeler la littérature administrative américaine. Hein, il ne faut pas, employer le mot féminisme, le mot noir, le mot pollution. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Enfin, tous les mots de l'émancipation, pourrait-on dire, sont bannis du langage administratif américain. Et même plus qu'administratif, parce que ça a eu des conséquences directes. Un chercheur ou une chercheuse qui travaille sur le féminisme et qui a des documents le concernant risque tout simplement de se voir bloquer ses travaux du jour au lendemain à partir du moment où ses publications précédentes comportent ce genre de langage ou de termes. Et avec les moyens dont on dispose aujourd'hui pour faire du filtrage informatique, ça arrive extrêmement rapidement. Donc oui, il bannit les mots et il remplace par les siens. Il remplace par les siens qui sont assez bizarrement d'une simplicité quasiment enfantine. On compte à peu près, grosso modo, le vocabulaire moyen de Trump se situe autour de 300 mots, c'est-à-dire celui du globish, de cet anglais parlé par tout le monde. Il fait, alors là aussi... C'est la simplification dont simplification totale. Il fait un usage des adjectifs complètement grotesques. Enfin, la grande et belle loi qu'ils ont adoptée,
une espèce de fourre-tout, mais enfin qui va mettre vraisemblablement 7 millions de personnes en situation de La précarité. loi dite budgétaire, voilà, tout à fait, la plus belle loi de notre histoire, dit-il. Voilà. Celle qui a provoqué sa dispute momentanée. Tout à fait. Et donc ces mots, tous les mots qu'il bannit sont remplacés par tremendous, par beautiful, par big, par etc. Des mots d'un enfant, d'un gamin. Et autour de lui, on réemploie ce vocabulaire. Sa porte-parole à la Maison-Blanche, c'est caricatural, c'est-à-dire qu'elle ne parle qu'avec ces mots-là. C'est une simplification absolue, et ça n'empêche pas de faire, là encore, comme Hitler, des discours d'une confusion totale, où personne ne comprend strictement rien. Il y a un moment, pendant sa campagne, il s'est aperçu quand même que ça commençait à poser problème, et il s'est mis à théoriser. Et il a dit, je tisse, je fais du tissage, avec toujours ces grands mouvements, il faisait comme ça, pour expliquer que finalement c'était une forme d'intelligence supérieure, mais ce sont des techniques d'abrutissement, pratiquement d'hypnose de son public, qui fonctionnent de la même manière que les discours d'Hitler, et qui ont les mêmes résultats sur le public, c'est-à-dire que les électeurs d'une très grande démocratie, avec une très longue histoire, vont voter pour quelqu'un qui est un histrion. Je disais Barbara Cassin, parce que rappelle une phrase d'un autre spécialiste du langage, qui est Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, qui, voilà, où ce monde double est un monde où on joue, et le mathématicien qu'il était jouait avec les mots. Et elle rappelle cette citation de Lewis Carroll, qui est dans un livre qui est traduit de l'autre côté du miroir, donc on est bien dans cette façon de faire des vérités alternatives, un monde alternatif, un métavers, une sorte d'autre univers. La question est de savoir qui sera le maître. Un point, c'est tout. C'est Humpty Dumpty qui dit ça, phrase assez célèbre. Et évidemment, on le retrouve dans le discours qu'a tenu devant les Européens scotchés d'impuissance, le président J.D. Vance, qui dit « Il y a un nouveau shérif en ville ». C'était son refrain de ce discours qu'il a prononcé quand il venait à peine d'être élu. Il y a un nouveau shérif en ville. Et tout ça pour dire, il n'y a plus de cordon sanitaire. On va pouvoir dire toutes les dégueulasseries qu'on veut. Tout à fait. Et créer de nouveau cette... puisque vous parlez de Vance, c'est aussi de lui que vient cette phrase qu'il a prononcée dans les 2 jours suivant sa nomination, enfin son élection au titre de vice-président. L'ennemi, c'est le professeur. L'ennemi, c'est le professeur. C'est de lui. Ça va ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez maintenir une population dans ses réalités alternatives. C'est quand même aussi l'équipe de Trump, bien avant, pendant son premier mandat, qui a inventé cette... La formule vérité alternative, c'est lors de son intronisation au premier mandat. Il dit, il y a pas de foule, et ils disent, mais si, nous, on voit une véritable foule. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun lien avec la réalité. Ce qui, en général, débouche sur les catastrophes. Cette déréalisation amène à une bascule dans le fait de... Si on ne comprend plus le monde, si on ne comprend plus le réel, eh bien, on peut accueillir le pire. C'est-à-dire que vous ne pouvez entretenir un régime irréel, d'irréalité, que par le verbe, par le mot, par la Constitution, ou par la Constitution d'image. Trump en fait régulièrement faire en intelligence artificielle. C'est une course. C'est une course qui n'a pas de fin. C'est-à-dire que vous êtes en permanence obligé de rattraper la réalité. Un exemple tout bête, ça passe même pas par les mots. Il annonce qu'en 3 semaines, le chômage va s'arrêter, ou en tout cas fortement baisser. Le chômage monte. Qu'est-ce qu'il fait? Il vire la chef des statistiques des États-Unis, qui s'en va. Et le mois d'après, c'est encore pire. Donc, le problème, c'est que dans tous les régimes qui fonctionnent comme ça, ou bien il y a un sauveur à un moment qui arrive, ou bien l'alternative, c'est la guerre. Hitler, en 1939, il a ce choix, il le fait. Poutine... On n'en a pas encore parlé, mais c'est un phénomène tout à fait analogue. On terminait avec lui. Poutine, en 1922, se jette dans la guerre aussi à cause de ça. Et quand je parle de sauveur, Milei
avec ces théories délirantes en Argentine qui ont été portées au nu par les ultralibéraux français. Milei se retrouve dans une situation épouvantable avec une monnaie qui ne vaut plus rien, mais il a son sauveur, c'est Trump qui décroche. La violence devient la violence, et y compris le bouc émissaire, et donc la guerre, parce que ce monde-là, pour survivre, ne peut produire que la guerre. Et justement, il y a un point commun entre Trump et Poutine. Ce monde-là, on peut se le dire, c'est un monde de gangsters. On ne peut pas croire à leurs paroles. Ce sont des oligarques mafieux. Et leur monde, y compris, on peut y inclure Netanyahou et Orban en Europe et d'autres. Hein, c'est un monde qui je te donne tel quartier, je te donne telle activité. Trump rançonne comme un vulgaire chef de gang. Il dit je vous casse votre boutique si vous ne me payez pas, et ça marche auprès d'entreprises, voire de médias. Et Barbara Cassin pointe ça, et je voulais vous dire justement sur la langue. Elle cite un chercheur, Valéry Kislov, qui a fait un article sur Poutine. Alors lui, c'est LTR, la langue de la troisième Rome, comme le parler pègre, hein, le petit voyou de Leningrad à l'époque, hein, qui est devenu agent du KGB et qui est aujourd'hui empereur de la Grande Russie, hein, Make America Great Again, Grande Russie, Grand Israël, tous ces rêves-là fonctionnent ensemble avec cette logique autoritaire qui est le maître, hein, je décide tout seul. Et ce parler pègre, elle en donne juste, je voulais vous les rappeler, nous les rappeler, au début elle met en parallèle des phrases de l'un et de l'autre. L'Union européenne a été créée pour nous arnaquer, ça c'est Trump. La Russie a en fait été dépouillée, ça c'est Poutine. Les attraper par la chatte, c'est Trump parlant des femmes. Et là, c'est Poutine. Que ça te plaise ou non, ma jolie, faudra supporter. Ça, c'est Poutine parlant de l'Ukraine qu'il viole en l'agressant. Les Mexicains sont des violeurs. Ça, c'est Trump. Les Ukrainiens sont des nazis. Ça, c'est Poutine. Et en fait, c'est un langage de gangsters, de bandits, de voyous. Que j'analyse aussi dans mon livre en France, parce qu'on a eu ce langage-là. Hein, 2007, Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, et on voit ce langage qui jusqu'ici avait été sacralisé. Je cite De Gaulle, je cite les discours de Mitterrand, une langue très pure, un vrai discours, quoi qu'on pense de leur politique. Je me fonde uniquement sur le langage. Il y avait une tenue. Il y avait une tenue. On a Jacques Chirac, voilà. Parfois, qui se promène un petit peu, mais à aucun moment on a ce qu'on a vu par la suite, c'est-à-dire un président de la République en exercice, incarnant le plus haut poste de la République française, insultant des gens dans la rue, casse-toi pauvre con, s'adressant à une population déjà désignée de manière xénophobe, hein, puisqu'il s'agissait de la jeunesse des quartiers, et dire vous en avez assez de cette racaille, on va vous en débarrasser, et puis plus tard, on va vous en débarrasser au Karcher. Ça, c'est tout ce que vous décrivez, d'une certaine manière, c'est la politique considérée comme un point de deal. C'est-à-dire qu'on remplace la diplomatie, on remplace la négociation par, effectivement, des accords. Je me rappelle ce terme qui est apparu à l'époque, donnant-donnant. Des accords qui vont arranger tout le monde, finalement, financièrement. En l'occurrence, ça n'arrange jamais que les plus puissants, ça n'arrange jamais que Trump, ces accords. Personne n'y gagne à part lui. Ça remplace la politique, et effectivement, en ce qui concerne Trump, c'est un discours de chef de quartier, ou de chef de gang, ou de chef de mafia. C'est-à-dire, si vous ne faites pas ça, moi je vous grille au restaurant. C'est exactement ce qui se passe partout, c'est ce qu'il a fait avec l'Europe. Si vous ne faites pas ça, je vous mets 40% d'amende, et mes gars viendront collecter. Donc on est dans le parrain, d'une certaine manière, mais ça c'est extraordinairement répandu partout. Alors, c'est pas nouveau en France qu'il y ait des politiciens corrompus. Ce qui est nouveau, c'est que la violence de ce qui se pratique s'exprime dans le langage. Et à mon avis, c'est une des causes majeures de la dégradation du langage politique dans son ensemble. Quand vous acceptez la violence, vous acceptez tout. La démocratie, elle fonctionne sur le dialogue. À partir du moment où le dialogue, c'est tu fais ça ou sans ça, tu prends un point dans la figure, il n'y a plus de discussion possible, de toute évidence. Et c'est évidemment le plus fort qui gagne jusqu'à un certain stade où il tombe et où il se fait renverser par un autre parrain. La politique vue comme ça, c'est plus de la politique. La démocratie qui fonctionne comme ça, c'est pas une démocratie.
Et au bout, ce qu'on voit en ce moment en Amérique, j'ai parlé de basculement dans la guerre en ce moment, Trump cherchant à avoir un prix Nobel de la paix ou autre signe d'une puérilité absolument incroyable, ne va pas déclencher de guerre à l'extérieur. Il essaie d'apaiser la guerre entre l'Albanie et l'Azerbaïdjan, par exemple. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est déclencher une guerre intérieure. Et il le dit, nous avons un ennemi intérieur. Il parle d'ennemi du peuple, autre expression nazie qui était utilisée tout le temps par Hitler, tout le temps. Et sa guerre, en fait, il est en train de la mener contre son peuple. Ce qui est la logique même, c'est-à-dire que tout ce qu'il avait annoncé, baisse des prix, relance de l'emploi, etc., son âge d'or, hein, encore un terme, je veux dire, l'âge d'or de l'Amérique, le Reich millénaire, ses visions millénaristes d'un bonheur éclatant qui n'en finirait plus grâce à un seul homme, c'est aussi partagé. Et comme ça n'existe pas, on finit toujours dans la violence, on finit toujours par réprimer, par menacer, et puis là, par agir. Les scènes qu'on voit en ce moment aux États-Unis de capture de migrants, terme épouvantable qui s'est imposé contre tous les termes existants, réfugiés, travailleurs immigrés, etc., ou clandestins, qui était une troisième catégorie. Le migrant, c'est tout ça à la fois maintenant. Donc, c'est l'ensemble de cette population étrangère qui est prise pour cible partout en Europe et aux États-Unis. Ces images de pauvres gars ou d'enfants, il y a des films où on voit une gamine de 4 ans embarquée par des espèces de géants obèses, masqués, sans uniforme, sans moyen de reconnaissance, armés, embarquer les gens avec une violence absolument mais épouvantable pour des lieux qu'on ne connaît pas, sans jugement. Qu'est-ce que c'est d'autre que l'incarnation, la mise en œuvre de principes fascistes qu'on a très bien connus. En 33-34, Hitler a une police, qui est la police de l'État, qui va largement démantelée, et il va confier très largement le soin d'appliquer les tâches de police, hein, ce qui est très important d'une démocratie, non pas à des individus formés pour le faire et ayant prêté serment à la République, etc., mais à l'ASA, c'est-à-dire à des bandes de cogneurs, de petites frappes qui, avant son arrivée au pouvoir, passaient leur vie à envahir des manifestations et à faire des combats de rue, et c'est eux qui vont arrêter les juifs, les communistes, les socialistes, une partie aussi des catholiques du Zentrum qui sont contre Hitler, etc., etc. C'est je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce sont des méthodes de destruction violente de l'état de droit. Nous avons évoqué tout ce paysage jusqu'à de Trump à Poutine et en passant même par la brutalisation démocratique chez nous qui a commencé avec Nicolas Sarkozy. Mais on est au Goethe-Institut. La langue allemande vous accompagne et vous habite. Il y a l'AfD, une extrême droite qui est en force, qui monte, qui est soutenue par les réseaux trumpiens et notamment par les réseaux sociaux d'Elon Musk et d'autres. Comment vous observez cela ? Avec inquiétude. Avec inquiétude parce que tous les germanistes qui connaissent ce pays savent qu'à l'ouest, en tout cas, ça a mis longtemps, à partir des années 1955-1960, il y a un vrai travail de dénazification des esprits, d'explication sur ce qui s'est passé, qui est mené, notamment au niveau pédagogique. Alors, là, je vais vous montrer comment fonctionne la déformation des mots. Ce que je viens de dire, oui, traduit par l'extrême droite, ça devient un travail d'endoctrinement pour pousser les jeunes enfants vers l'extrême gauche et l'homosexualité. Voilà, c'est juste une petite parenthèse technique pour montrer comment ça fonctionnait. Ce travail-là, il a été mené de manière très précise. À la fin d'Adenauer, ça a commencé, puis par les gouvernements suivants. Donc, l'Allemagne était divisée en deux. Absolument, avec une pointe au moment où Willy Brandt est au pouvoir et où il fait des actes vraiment très très clairs de reconnaissance. Il y a une recherche en Allemagne inouïe sur la Shoah, sur les camps de concentration, etc., sur les emprisonnements, sur l'évolution du discours aussi politique dans ces années-là. Sur le rôle de la Wehrmacht. Voilà. Dans les années 2000, en Allemagne, il y a des associations d'historiens amateurs qui se créent, qui vont compléter le travail des associations professionnelles au niveau local pour voir ce qui s'est passé dans les villages, dans les petites villes à ce moment-là, et qui découvrent, ce qu'on aurait pu savoir, qu'en fait, dans une énorme surface de l'Allemagne, les prisonniers des camps de concentration qui allaient travailler
traversaient les villages à pied, tous ensemble, que le soir ils ramenaient les morts, et que donc les Allemands de l'époque qui disaient j'ai jamais rien vu, au moins la moitié mentaient. Tout ça crée, si vous voulez, une mentalité qui en Allemagne était solidement ancrée. La jeunesse allemande d'il y a 10 ans, à aucun moment n'aurait eu l'idée de dénoncer les migrants, de parler de Bio-Deutsch, bio-allemand. L'expression est de la présidente de l'AfD. C'est terrifiant. Et c'est aussi la vision biologique et raciale d'Hitler. Et puis, il y a des choses qui se sont délitées. D'abord à l'Est, parce qu'à l'Est... Alors, l'Est, le travail sous l'Allemagne de l'Est, dite communiste, du socialisme réel, le travail n'a pas été fait. La dénazification a été faite très brutalement. Si vous aviez été membre du parti, vous étiez exclu d'office de la fonction publique. Les gens qui ont pris le pouvoir en 1945 en Allemagne de l'Est étaient authentiquement des résistants, même s'ils sont comportés comme des crapules par la suite. Honecker, par exemple, était un résistant anti-nazi, tout à fait. Mais à partir de ce moment-là, c'était terminé. Et la politique, la géopolitique, a fait qu'il y a des choses qui n'ont jamais été abordées. Premièrement, le nazisme n'existait plus. On parlait du fascisme. Parce que la théorie en Allemagne de l'Est, c'était que le nazisme n'était qu'une version du fascisme capitaliste occidental. Et donc, déjà, toute la spécificité du nazisme, c'est pas n'importe quoi, a disparu. Ensuite, la Shoah. Les partis pris politiques étaient très clairs en Allemagne de l'Est, comme dans tout le bloc de l'Est. Le but, c'était de soutenir les pays arabes. Israël était, sinon un ennemi tout de suite, du moins il est devenu. Et les Juifs étaient une population qui avait connu des sorts divers sous Staline déjà. Il y avait un antisémitisme stalinien. Il y avait un antisémitisme stalinien qu'on a vu avec le procès des médecins, avec les purges, etc. Donc là aussi, on n'y touchait plus. Ce qui fait qu'en fait, l'Allemagne de l'Est a vécu avec l'idée qu'ils étaient le parti des vainqueurs, le parti des résistants, et que donc le travail était fait, puisque eux étaient au pouvoir. Il n'y avait pas de problème. Et le travail pédagogique dans les lycées, dans les écoles, etc., n'a pas été fait. La réunification s'étant passée d'une manière tellement brutale, je dirais, c'est pas moi qui le dis, c'est Angela Merkel, qui explique quand même que ça a été fait très rapidement. Qui a grandi à l'Est. Et qui a grandi à l'Est et qui, dans ses mémoires, que j'ai aussi traduit, raconte que toute sa vie, elle a été poursuivie par ce mépris fondamental de l'Allemagne de l'Ouest pour les Allemands de l'Est, au point que jusqu'à la fin de sa carrière, on lui disait « mais vous êtes sûr de pouvoir comprendre ce qui se passe encore chez nous ?» Tout ça a fait qu'on a vu ce qui donne naissance à ces mouvements populistes d'extrême droite ou d'extrême gauche d'ailleurs, la rancœur, le ressentiment, et quand ils s'expriment, il faut peu d'enseignement. Enfin, il faut rappeler quand même qu'en Allemagne de l'Est, très très peu de temps après la réunification, on brûle des foyers d'immigrés. Qu'on pourchasse les nombreux travailleurs, notamment vietnamiens, qui travaillaient à l'Est, et qu'il y a des mouvements qui, à cette époque, même avant l'AfD, vont se développer, des mouvements d'extrême droite, très rapidement. Et depuis, ça a fait tache d'huile. Au début, c'était la Saxe, la Thuringe, qui étaient d'ailleurs les zones historiques où Hitler et son parti ont remporté leur première victoire. Et puis maintenant, on s'aperçoit que par exploitation de faits divers importants, comme les viols qui a eu lieu à Cologne il y a quelques années, on arrive à percevoir une population qui est effectivement en danger. Et comme en face, il y a des imbéciles, et que effectivement, avant chaque élection en Allemagne, vous avez des camions qui foncent dans la foule, des fous qui viennent poignarder 12 personnes, ça finit par prendre, ça finit par fonctionner. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une partie de la population qui pense que ce que fait l'AfD n'a jamais été fait. Une formule qu'on a aussi en France avec l'extrême droite. Si, ça a été fait. Ça a été fait. Prendre une population comme bouc émissaire, la désigner à la vindicte populaire, et éventuellement à la violence, et la désigner pour l'exclusion. Le grand remplacement est aussi un thème en Allemagne en ce moment. Parler ici de français de papier, en Allemagne d'allemand de papier, c'est la même chose. Voilà, on désigne une population pour un sort encore non identifié, parce que jamais prononcé. Mais la Shoah n'a jamais été prononcée non plus avant qu'elle se passe. Je veux dire, on ouvre des portes avec les mots dont on ne sait absolument pas si on pourra les refermer un jour. On arrive à la fin de notre conversation. Je vous cite
parce qu'il permet le dialogue et la prise de décision commune. Le langage est la force de la démocratie. Que ce langage soit perverti, et c'est la démocratie elle-même qui se distord, s'atrophie et perd sa raison d'être. C'est la fin de ce premier livre, Traduire Hitler, et dans le second, vous dites « Nous sommes à un carrefour. Si nous prenons le mauvais chemin, le pire est assuré et la novlangue d'Orwell ne sera qu'une plaisanterie par rapport à ce que nous devrons subir. » Alors, comment on fait face, Olivier Manoni? Je réponds toujours avec une phrase de Jean-Luc Godard, à qui on demandait comment il décrivait la réalité dans ses films. Et Godard, avec son bel accent suisse, disait « Il faut travailler. Travailler, ça veut dire qu'il faut que tous les gens qui en ont les moyens communiquent leur savoir, donnent les moyens de donner des coups de burin sur cette réalité en plâtre qu'on met autour du monde réel. N'utilise pas les armes de l'adversaire, c'est important. Ça, je dis ça pour la France, parce qu'on ne peut pas combattre un populisme avec un populisme. Ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Et puis simplement, aller essayer sans cesse d'aller chacun, autant qu'on est, dans notre domaine. Quand Trump a pris le pouvoir, Alexia, je crois, Cortez, mon Dieu, j'ai oublié son nom. Oui, Octavio Cortez, député de la gauche démocrate. Est allé dans les rues, moi je regardais ces images, il faisait un froid de canard à New York. Elle descendait dans la rue pour parler aux gens. Et tout le monde lui posait cette question-là, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et elle a eu cette phrase absolument admirable. Chacun d'entre vous a le pouvoir de changer les choses avec le plus petit de ses gestes. Simplement, n'arrêtez jamais d'agir. Ce qui est une réalité historique. Les malheureux résistants qui, petit à petit, en Allemagne, ont réussi à inquiéter Hitler. Les résistants français, qui étaient très peu en réalité, mais qui ont saboté un nombre de choses extraordinaires, notamment à la fin de la guerre, c'était des toutes petites choses, et ils y sont arrivés quand même. Et ils ont contribué, avec d'autres, beaucoup d'autres, à faire chuter la pire dictature qu'on ait jamais vue. Voilà, c'est un travail qui concerne tout le monde, les intellectuels, les militants de base des partis politiques, simplement les gens qui réfléchissent. Et ce que je dis, c'est qu'il faut simplement faire attention aux mots qu'on emploie. Merci infiniment, Olivier Manoni. Merci à vous. Merci beaucoup.